LISA est un dispositif conçu pour repérer et comprendre les besoins et les forces des élèves afin de mieux accompagner leur bien-être et leur santé mentale. LISA est composée d'une plateforme numérique, d'un parcours de formation destiné aux enseignants et d'un réseau de collaboration multi-acteurs. Soutenu par l'État, le projet LISA France 2030 vise à améliorer le bien-être d'environ 70 000 élèves dans 190 établissements en France et à l'international. Le projet LISA se construit autour de la question essentielle de comment favoriser le bien-être de tous les élèves afin de leur permettre d'apprendre et de progresser ensemble en s'épanouissant. On voit bien évidemment que chaque élève est unique, qu'il a ses forces, qu'il a ses besoins spécifiques, mais qu'il évolue au sein d'un collectif, le groupe classe. Et le défi qui se pose aux enseignants au quotidien va vraiment être de pouvoir transmettre des connaissances, veiller à l'acquisition des connaissances et des compétences pour chacun de ces élèves au sein d'un groupe. Les statistiques sur la santé mentale montrent l'importance d'adresser ce sujet dans le cadre scolaire. Et c'est dans ce contexte que LISA intervient. Alors on a de nombreux dispositifs qui existent évidemment, au rang desquels les PAP qui accompagnent les élèves et qui exigent un diagnostic formel pour offrir un soutien. Mais on a aussi des élèves qui n'ont pas forcément ce type de programme d'accompagnement et qui ont également des besoins. Que proposons-nous concrètement ? LISA offre des formations, des outils et des ressources élaborés à partir d'une collaboration interdisciplinaire d'enseignants, cliniciens, chercheurs et ingénieurs. Grâce à cette co-construction, les ressources sont à la fois scientifiquement rigoureuses et adaptées à la réalité scolaire. Au cœur de cette initiative se trouve une plateforme numérique qui comprend un outil de repérage et une base de ressources qui propose des interventions concrètes à mettre en place dans la classe. Le questionnaire Facettes, qui comprend 12 questions, permet aux enseignants de faire une observation systématique et structurée de chaque enfant. À partir des réponses fournies au questionnaire, un tableau de bord individuel se génère et offre un résumé des forces et des besoins de chaque élève, ainsi que des suggestions pour les enseignants. Alors ces suggestions sont présentées sous forme de fiches simples et pratiques, prêtes à l'emploi. La base de ressources Lisapédia est quant à elle composée de toutes les fiches pratiques prêtes à l'emploi, ainsi que des hyperliens permettant d'accéder à des ressources externes, pédagogiques et théoriques. LISA propose également des formations pratiques, en ligne et en présentiel, qui sont adaptées aux besoins des enseignants. La démarche LISA s'appuie sur un programme de recherche mené par des chercheurs spécialistes de la santé mentale et du neurodéveloppement. Ce programme s'appuie sur un comité éthique scientifique international, assurant ainsi la rigueur, le respect du cadre éthique et la protection des données. L'école joue un rôle crucial dans le bien-être et l'épanouissement des enfants et des adolescents. L'équipe LISA travaille pour fournir des outils à la hauteur de ces enjeux. Bonjour à toutes et tous, bienvenue au webinaire LISA qui portera donc sur la coopération et les apprentissages avec Sylvain Connac que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui qui va traiter de la question de la coopération et de son rôle dans l'apprentissage des élèves. Sylvain Connac était anciennement professeur des écoles en éducation prioritaire. Il est aujourd'hui enseignant-chercheur en sciences de l'éducation et professeur des universités à l'université Paul Valéry de Montpellier. C'est surtout autour des approches didactiques et pédagogiques qu'il axe ses recherches, qui facilitent justement une prise en compte de la diversité des élèves sans inclure forcément l'isolement de ceux qui sont le plus en difficulté. Il étudie notamment et particulièrement les pratiques de coopération et de personnalisation des apprentissages. Et en parallèle, il accompagne des équipes d'écoles primaires, de collèges et de lycées qui développent des projets de classe coopérative. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages de recherche en pédagogie et publications scientifiques. Et donc, c'est cette notion de coopération que nous allons aborder aujourd'hui avec Sylvain. Donc voilà, je vous passe la main, Sylvain. Merci encore. Merci Antonina, merci au réseau LISA là, de m'inviter. On va partager un petit temps assez court, mais on va essayer que ce soit intéressant et utile. Ce que j'ai prévu là, c'est qu'on puisse échanger autour des fondements de ce qu'on appelle les pédagogies coopératives, c'est-à-dire le fait d'autoriser les élèves à apprendre avec l'enseignant dans une relation duelle
ou dans des relations en petits groupes ou en collectif. Mais aussi, on peut rajouter quelque chose de supplémentaire avec ces pédagogies, c'est-à-dire de leur demander ou de les autoriser d'essayer d'apprendre avec des pairs. On dit souvent de manière horizontale. Alors, c'est un peu ce que j'ai prévu. Euh, alors, est-ce que... Non, c'est pas le bon partage, excusez-moi, je me suis trompé de lien. Voilà. Voilà. Donc, ce que j'ai prévu, c'est que d'abord, on essaye de voir ce qu'on entend par la notion de coopération, parce il y a pas mal de confusion, voire de malentendus hein, sur cette notion. Et puis ensuite, de voir qu'est-ce que ça peut donner de manière effective dans des salles de classe. On va se centrer principalement sur les organisations coopératives qui ont pour intention pédagogique d'aider les élèves à apprendre ce que l'école attend d'eux ou attend d'elle. Donc, sur la notion de coopération, il y a d'abord une question qui est intéressante là à se poser. C'est est-ce que coopérer, c'est quelque chose avec lequel, une habileté avec laquelle on naît, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend par l'éducation? Et cette question-là, elle a, elle a occupé énormément de temps de travail et de recherche d'une équipe en particulier. C'est l'équipe autour de Michael Tomasello aux États-Unis et qui ont mis en place un certain nombre d'expériences. Et aujourd'hui, je vais un petit peu vous en parler. On arrive grâce aux travaux de cette équipe à répondre à cette question. Alors, le principe, c'est d'avoir inventé ce qu'on appelle des dilemmes sociaux, c'est-à-dire des situations où des sujets, alors là, en l'occurrence, pour se rapprocher le plus de cette dimension d'Inné ou d'Aki, l'équipe de Tomasello a organisé des dilemmes sociaux avec des enfants entre 1 et 2 ans. Et le principe d'un tel dilemme, c'est de pouvoir choisir en toute liberté entre penser à soi, continuer l'activité qu'on est en train de réaliser, ou se montrer altruiste et développer ce qu'on appelle un comportement prosocial. Et donc voilà, je vais vous en montrer quelques-unes. Là, on ne va pas toutes les regarder parce qu'il y en a des centaines. Voilà une deuxième. Je vous en montre une troisième et dernière. Voilà. Et donc, alors, je vous laisse vérifier hein, ce que je vous présente là. Il y a un ouvrage qui a été traduit en français, qui a été écrit pour le public français. Pourquoi nous coopérons, là, qui a été édité aux éditions des Presses universitaires de Rennes et qui reprend un petit peu, fait une synthèse de tous ces travaux-là pendant plusieurs dizaines d'années. Et donc, ils ont créé énormément de situations de dilemmes sociaux.
Ils l'ont proposé à énormément d'enfants pour essayer de chasser toutes les variables possibles, notamment les variables culturelles. Et pour ça, ils ont proposé ce type de dilemme social sur tous les continents de la planète. Pour arriver au même résultat, de manière systématique, c'est qu'ils n'ont trouvé jamais aucun enfant qui continuait à feindre de voir un expérimentateur en train d'être en difficulté. Et donc, dans ces situations-là, de choisir entre penser à soi ou penser aux autres, les enfants de moins de 2 ans penseraient systématiquement aux autres. Et donc, ce qui permet de répondre à cette question, la coopération est-ce innée ou acquis, c'est, d'après ces travaux, essentiellement inné. On est avec ça. Donc, ça rejoint tout un tas de travaux en philosophie, notamment en philosophie grecque, hein. Aristote qui expliquait que l'homme est un animal social. Hein, tout un tas d'idées qui attribueraient à l'espèce humaine ce caractère prosocial qui le ou la distinguerait d'un certain nombre d'autres espèces animales. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir et surtout de comprendre pourquoi des élèves ou des adultes sont moins prosociaux que ces enfants de 1 ou 2 ans. Et donc, ils ont reproduit les mêmes expériences avec des enfants plus âgés. Et ils se sont rendus compte que plus l'âge avançait, plus les enfants ne se montraient pas altruistes dans la relation aux expérimentateurs. Et en creusant un petit peu ces situations, ils ont émis l'hypothèse de l'arnaque sociale. C'est-à-dire, ça serait par les expériences sociales que l'on apprendrait progressivement à se méfier des autres en s'étant fait à plusieurs reprises arnaquer, c'est-à-dire en ayant donné sans jamais recevoir. Et donc, le principe de la coopération à l'école, ça serait pas d'éduquer les enfants à la coopération. Tout le monde, de par son statut d'être humain, saurait déjà coopérer, et plutôt de sécuriser les situations de manière à ce qu'il y ait moins de crainte à vouloir se rapprocher des autres pour tirer un bénéfice de la situation. Parce que là, j'ai fait un arrêt sur image là sur ce moment très précis. Ce qui mobilise des sujets, quel que soit leur âge, à faire acte de coopération, c'est-à-dire de donner un peu de soi pour rendre service à un tiers, ça serait de bénéficier du plaisir d'avoir déclenché de la satisfaction chez autrui. Euh, Ça se traduit un peu par une formule courante là qui serait le plaisir d'offrir. Et donc ça serait cette logique-là qui conduirait des individus humains à ressentir le besoin de ne pas rester auto-centrés, mais de se tourner progressivement vers des autres pour essayer de les aider. Alors dans le champ de l'enseignement et de la coopération, euh, on reprend un petit peu ces travaux-là. Alors on est allé fouiller dans la plupart des disciplines en sciences humaines et sociales. Donc philosophie, anthropologie, sciences politiques, sciences économiques, biologie. Et à partir de tous ces travaux, alors ils sont nombreux, hein, beaucoup plus nombreux que les travaux en éducation, on arrive à déterminer trois déterminants, trois attributs d'un comportement coopératif. Le premier, c'est qu'il y aurait coopération à chaque fois qu'il y aurait interaction, une action combinée, c'est-à-dire, pour le dire autrement, pour coopérer, on est obligé d'interagir avec quelqu'un, de 2 ou plusieurs personnes. Mais il ne suffit pas d'être dans une situation d'interaction pour que ce soit la coopération. Et les 2 autres caractéristiques, ça serait l'intention, c'est-à-dire le déclencheur d'une situation de coopération serait la personne qui ressentirait le besoin de coopérer. Donc là, on le voit bien sur ce qu'on appelle la bande dessinée des 2 ânes, hein. Ce qui déclenche le besoin de coopérer, c'est le fait que cette corde qui relie les 2 ânes n'est pas assez longue pour que chacun puisse manger en même temps. Et donc la coopération nécessite un temps où tous les actants se réunissent et réfléchissent ensemble à la manière dont chacun, on voit bien, hein, la bande dessinée se termine par le fait que chacun puisse obtenir des réponses aux besoins qu'il rencontre. Donc il y a bien derrière la notion de coopération cette dimension d'intention.
Et, et les équipes avec lesquelles on a la chance de travailler là sont un peu confrontées à ce deuxième élément, c'est-à-dire à chaque fois que des enseignants, des enseignantes, même des animateurs ou des animatrices forcent la coopération, c'est-à-dire obligent des élèves à coopérer ou organisent des situations de coopération sans attendre l'assentiment des enfants, ce qui se passe, c'est bien moins souvent de la coopération, puisque justement, ça ne répond pas à un besoin individuel. Et la troisième caractéristique qui justifie le fait que des élèves coopèrent spontanément à l'école, ça va être le fait que ça leur rend plus facile d'apprendre avec d'autres que tout seul ou uniquement dans une relation pédagogique avec l'enseignant ou l'enseignante. Et donc c'est la raison pour laquelle là, on a donné une définition assez large des pédagogies de la coopération, alors qui sont des pédagogies extrêmement anciennes. Les premiers écrits sur le sujet remontent au début du XVIIIe siècle, qui sont très à la mode pour plein de raisons, qui ne correspondent pas à une méthode. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule façon de faire. Je vous présenterai tout à l'heure plusieurs dispositifs, quelques exemples de dispositifs. Il en existe plein d'autres. En tout cas, on a pu définir les pratiques de coopération entre élèves comme étant toutes les situations où, alors dans le cadre de l'école, des élèves autorisent, encouragent, des enseignants autorisent, encouragent les élèves à agir ou apprendre avec, par et pour d'autres pour en retirer des bénéfices individuels. Voilà. C'est-à-dire on coopère pour soi, on coopère pour soi. C'est un peu paradoxal cette idée-là. Et on coopère pour soi parce que tout seul on n'y arrive pas, on y arrive mal. Et c'est ça qui justifie le besoin de se tourner vers les autres pour essayer d'atteindre le but que l'on s'est fixé ou que on nous a fixé. Le souci, c'est que ces pratiques de coopération, alors pour plein de raisons, hein, mais sont loin d'être faciles à mettre en place. Euh, pour le dire autrement, quiconque a essayé de mettre en place des pratiques coopération s'est rapidement aperçu qu'il suffisait pas de demander à quatre élèves de se mettre autour d'une table pour faire quelque chose ensemble pour que ce soit intéressant pédagogiquement parlant. Et donc là, ces problèmes, ces résistances, voire même ces impasses que ça rencontre un certain nombre d'enseignants, moi ça m'arrive régulièrement dans des salles des salles des enseignants, d'en entendre certains qui m'expliquent avoir essayé, avoir constaté que ça ne marchait pas et avoir renoncé à approfondir les pédagogies de la coopération. Et donc, c'est intéressant de ne pas avoir un regard naïf sur ces pédagogies-là et d'essayer de voir, de repérer ce qui coince, non pas pour se donner de bonnes raisons de ne pas faire, mais pour essayer d'agir en tenant compte des résistances qui ont été identifiées. Alors, ces résistances, elles sont au nombre de quatre. On les a appelées des dérives. La dérive attentionnelle, la dérive productiviste, la dérive fusionnelle et la dérive différenciatrice. Alors je vais aller vite là pour les présenter. La dérive attentionnelle, c'est sous couvert de coopération, on est un peu obligé de laisser les élèves parler, voire se déplacer dans la classe. Et le risque, c'est qu'il y ait trop de bruit et que la concentration des enfants pour apprendre devienne difficile et en premier pour les élèves les plus fragiles. La deuxième dérive, c'est la dérive productiviste, alors qui ne touche pas que les pédagogies de la coopération, hein, mais qui signifie que des élèves tombent dans une sorte de piège où ils pensent que le plus important, c'est de coopérer. Alors que la coopération, surtout pour nous, Françaises, c'est pas un objectif, c'est rarement un objectif. C'est plutôt un moyen qu'on introduit dans la pédagogie qu'on propose aux élèves pour leur rendre plus facile, plus accessible le rapport au savoir et le développement des apprentissages attendus par l'école. Et donc la dérive productiviste, c'est quand des élèves pensent que le plus important,
c'est que la coopération se passe bien, quitte à se mettre en retrait ou quitte à occuper des fonctions, par exemple, c'est fréquent, hein, cette manifestation, des élèves qui se contentent de distribuer la parole et qui ne s'intéressent pas au problème didactique qui est apporté par l'enseignant, parce qu'ils disent que ça, c'est le travail des autres. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième forme de dérive. Une troisième forme de dérive, c'est ce que quelqu'un comme Roger Cousinet a appelé la dérive fusionnelle. C'est lorsque des élèves confondent ce qu'on appelle un conflit relationnel, perdre en amitié avec les autres, avec un conflit cognitif, conflit socio-cognitif, pardon, c'est-à-dire un conflit d'idées, ne pas être d'accord sur le fond avec quelqu'un. Et lorsqu'il y a ces malentendus, lorsqu'on ne distingue pas ces deux types de conflits, la dérive fusionnelle voit des élèves accepter tacitement ce que des camarades leur disent, même si a priori ils ont un doute, pour ne pas perdre en amitié. Et cette dérive-là, cette stratégie de consensus de complaisance, dit une chercheure de l'université de Nanterre là, qui s'appelle Marianne Hugon, cette stratégie-là, elle empêche d'apprendre parce que c'est par la confrontation des idées qu'on remet en question une partie ou tout ou partie de nos certitudes. Et des élèves qui basculent dans cette dérive fusionnelle se privent, sans le savoir, hein, sans s'en rendre compte, mais se privent d'apprendre. Et puis la dérive différenciatrice, qui est peut-être la plus répandue dans les salles de classe, c'est celle qui voit les élèves les plus à l'aise scolairement occuper les fonctions coopératives les plus mobilisatrices cognitivement. Ça se traduit par exemple lorsque des enseignants adoptent comme stratégie, lorsque voilà, il y a un moment de travail sur des exercices d'entraînement, de demander aux élèves qui ont fini les exercices d'aller aider les élèves qui peut-être même ne les ont pas encore commencés ou rencontrent des difficultés dans la réalisation de ces exercices. Ça, c'est ce qu'on appelle le monitorat à l'école. Et ces pratiques-là sont très problématiques euh, au regard de ce qu'un chercheur de l'université de Bordeaux, là, qui s'appelle Alain Baudry, a beaucoup travaillé dans sa carrière, qu'il a appelé l'effet tuteur. C'est le fait que dans une relation entre deux élèves, une relation d'aide, c'est celui qui aide qui retire le plus de bénéfices de la situation. Et si dans une classe, ce ne sont que les meilleurs élèves qui aident les autres élèves, alors ça va être très bien pour les meilleurs élèves, hein, ils vont pleinement profiter de la situation. Mais ce qu'on constate avec les équipes avec lesquelles on travaille, c'est que assez rapidement, une sorte de fracture se crée dans la classe entre des élèves qui avancent bien et des élèves qui s'arrêtent de fournir des efforts d'apprendre parce que ces formes-là de coopération les ont découragés d'essayer de faire l'effort de résoudre les difficultés qu'ils rencontrent. Parce que ce sont des élèves qui sont systématiquement en position d'aider. Et donc la dérive différenciatrice, on la retrouve aussi lorsque on met des élèves en groupe ou lorsqu'on organise des équipes et où on peut voir des élèves qui prennent le lead sur les autres et avec de malheureuses stratégies euh, où certains deviennent concepteurs de la situation et les autres sont, alors les sociologues parlent souvent de fonctions d'élèves clandestins, c'est-à-dire soit des élèves qui sont sur des petites tâches, des exécutants, soit des élèves qui sont présents, mais qui laissent les autres faire par des stratégies d'autocensure. Voilà. Donc pour ces quatre raisons qu'on a pu identifier, hein, qui ont commencé à être identifiées au début du XXe siècle, on peut pas se satisfaire de vouloir faire coopérer les élèves pour que de suite ce soit intéressant pour les élèves, pour les enseignants et puis pour les familles des élèves. Et donc notre travail là avec les équipes consiste à essayer de voir comment on peut organiser de la coopération, comment on peut autoriser des élèves à travailler de manière horizontale avec des pairs, sans tomber dans l'une ou l'autre de ces dérives. Donc c'est un peu ce que je vais vous proposer. Alors on pourra pas tout voir. Euh,
La première chose, c'est on a créé ce qu'on a appelé une didactique de la coopération. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que pour lutter contre ces biais, ces dérives-là, qui empêchent que la coopération soit systématiquement intéressante, il serait nécessaire que les enseignants s'approprient un certain nombre de contenus, et il serait nécessaire aussi que les enseignants préparent leurs élèves aux raisons pour lesquelles coopérer, ça peut à certains moments être intéressant et à d'autres moments ne pas être intéressant. Et donc, c'est cette transmission-là de contenu qui fixe ce qu'on a appelé une didactique de la coopération. Et un des premiers éléments de cette didactique, c'est de dire que dans la classe, coopérer, c'est pas assez précis comme terme, et ça nécessiterait plutôt d'expliquer comment on organise de la coopération. Parce que, alors là, je ne vous en montre que quelques-uns, mais il existe plein de dispositifs coopératifs. Là, j'ai mis que les plus connus, hein. Et encore, voilà, il y a un dispositif comme le Quad 9, par exemple, qui est assez connu dans les écoles primaires, n'apparaît pas dans cette carte-là. Donc, chacune de ces formes de coopération s'organise différemment. Par exemple, un conseil coopératif ne prend pas du tout la même forme qu'une situation de tutorat. Quand on rentre dans une classe, on voit, c'est pas du tout organisé de la même manière. Et la deuxième raison qui fixe justement l'importance de cette segmentation-là en déclinaison coopérative, c'est que chaque dispositif coopératif a des objectifs pédagogiques spécifiques. Ça serait un peu comme, là, si on était un bricoleur, on est devant une boîte à outils. Et chaque dispositif coopératif correspond à un outil propre. Et quand on est bricoleur, on se sert d'un outil pour une fonction précise. C'est un peu pareil avec les dispositifs coopératifs, sauf que voilà, la différence avec cette métaphore du bricoleur, c'est que quand on introduit un dispositif coopératif, c'est pas ponctuel, ça nécessite au moins 2 mois d'installation avec les élèves. Mais par exemple, les jeux coopératifs, c'est extrêmement intéressant pour, euh, pour créer des liens d'amitié et de confiance réciproque à l'intérieur d'une classe. C'est un peu l'équivalent dans les entreprises ou les administrations des séminaires de team building. Voilà. C'est pas fait du tout. Si on utilise des jeux coopératifs pour que des élèves apprennent les mathématiques, ça n'a pas marché. Parce que c'est pas fait pour ça. Mais il y a des écarts aussi qui sont différents entre de l'entraide, de l'aide et du tutorat, et puis du travail en groupe. L'entraide, l'aide et le tutorat, c'est plutôt pour les moments avec des exercices d'entraînement. Alors ça, on l'a formalisé justement dans les recherches là sur la didactique de la coopération. Donc sur cette image-là, on voit à gauche un peu les étapes, alors c'est grossier, hein, mais les étapes essentielles de la construction d'une séquence d'enseignement. Et sur la droite, on voit quelles seraient justement les intentions pédagogiques prioritaires d'un certain nombre de dispositifs coopératifs. Par exemple, le travail en groupe, il est intéressant au démarrage d'une séquence d'enseignement pour que les élèves ressentent le besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, de manière à être efficaces dans le dépassement d'obstacles vers lesquels les enseignants les ont mis pour que justement ils puissent s'approprier un nouveau contenu de savoir scolaire. Alors que tout ce qui est aide, entraide, tutorat, c'est plutôt intéressant pour les situations d'entraînement où l'objectif, c'est pas de comprendre quelque chose de nouveau, mais c'est plutôt d'essayer de développer des automatismes et de basculer dans des activités cognitives de l'ordre de la mémorisation. Le travail en équipe serait plutôt intéressant pour aller plus loin que ce que l'école attend en termes d'apprentissage et de donner la possibilité à ce que ce qui est appris par des évaluations scolaires puisse rester disponible cognitivement pour des activités vivantes et authentiques. Et là, en l'occurrence, ce qui est intéressant dans le travail en équipe, c'est plutôt tout ce qui concerne les pédagogies de projet.
Et donc, au sein du Learning Planning Institute, voilà, il y a toute une dynamique sur les pédagogies de projet et qui accorde un travail spécifique au travail en équipe. Mais le travail en groupe n'a pas la même fonction que le travail en équipe, puisque le principe du travail en groupe, c'est de donner de l'importance au désaccord, alors que l'essence d'un travail en équipe, c'est plutôt d'essayer de se mettre d'accord malgré nos désaccords. Sinon, les projets n'avancent pas. Voilà. Donc c'est ça, si vous voulez, ce sont ces types de distinctions-là qui fondent ce que l'on appelle une didactique de la coopération. Alors, on peut prendre quelques exemples, pas sur tous les dispositifs, mais on peut prendre des exemples sur comment on est arrivé avec les équipes à créer des repères dans l'organisation de trois types de dispositifs coopératifs, mais orientés sur l'accompagnement des apprentissages scolaires. Donc, le travail en groupe, l'aide, l'entraide et le tutorat. Et puis, si on a un peu de temps, Antonina nous dira le travail en équipe. Donc, le travail en groupe, euh, on est arrivé à le modéliser en 5 étapes. C'est-à-dire une séance où il y a du travail en groupe. On est arrivé à modéliser ça avec 5 étapes. Alors peut-être en avant, j'ai besoin de présenter un outil qui aide à la coopération pour éviter ce dont on a parlé tout à l'heure, la dérive attentionnelle, ce qu'on appelle le code des sons. Alors, par exemple, celui-là qu'on a pris dans une classe. C'est un outil, soit physique, soit numérique, une solution comme par exemple le DigiScreen, des solutions de la digitale, là, donne la même possibilité de faire avec des outils numériques. Mais le principe est de donner aux élèves une consigne visuelle sur ce qui est autorisé en termes de prise de parole. Lorsqu'il y a code rouge, ça signifie que justement on n'a pas le droit de parler pour que chacun puisse se concentrer sur son travail. Personne ne parle, même pas l'enseignant, et personne ne se déplace. Un code orange, c'est un moment où on a le droit d'échanger, donc on a le droit de coopérer, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la concentration des camarades. Et donc, c'est uniquement en chuchotant ou en murmurant. Le code vert, c'est lorsque la classe ne travaille pas vraiment et qu'on peut s'autoriser que chacun parle normalement. Alors, ça arrive assez rarement dans les écoles. Et le code blanc, c'est un moment collectif. On a besoin de s'écouter, d'écouter la personne qui parle et la personne à qui on a donné la parole. Et donc, c'est l'enseignant ou un élève dont c'est le métier de distribuer la parole lorsqu'on est en code blanc. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça, sur le travail en groupe? Donc, un premier temps d'installation du travail avec le choix d'une situation problème, c'est-à-dire un énoncé qui a été choisi didactiquement pour que les élèves bloquent, rencontrent un obstacle, puisque la meilleure façon de dépasser cet obstacle, c'est l'utilisation du savoir que l'on souhaite transmettre par l'intermédiaire de cette séquence d'enseignement. Donc, présentation de cette consigne, présentation orale, présentation écrite, réponse aux questions des élèves. Et ensuite, donc ça c'est en code blanc. Et ensuite, lorsqu'il n'y a plus de questions, on peut basculer en code rouge pour la deuxième étape, où les élèves qui sont censés, puisqu'ils n'ont plus de questions, avoir bien compris la consigne, peuvent commencer individuellement, sans être dérangés par la classe, à réfléchir au problème. Et au bout de, alors ça dépend des âges, 30 secondes, 2 minutes, 3 minutes, proposer aux élèves d'être en groupe, puisque la coopération n'est pas une obligation. Et avec les élèves qui souhaitent être en groupe, constituer des groupes. Alors on s'est rendu compte, on a eu la chance d'étudier cette réalité-là, que ce qui pose le moins de problèmes pour constituer des groupes, ça serait le tirage au sort, la composition aléatoire. Et donc, il y a des groupes qui se forment par le hasard. Des outils comme la DigiScreen, par exemple, permettent maintenant de faire des compositions aléatoires. Et puis, des élèves qui ne veulent pas être dans un groupe ce jour-là, et ça ne pose absolument aucun problème, ils font la même chose tout seuls. Sur la durée du travail en groupe, on s'est rendu compte que 5 minutes, c'était beaucoup. Même avec des lycéens, hein. Il y a des équipes là qui ont choisi même 4 minutes.
Et au bout de ce temps-là, donc on revient en configuration collective, l'enseignant reprend la main en code blanc, commence par faire la collection de toutes les idées différentes à l'échelle de la classe, et ensuite demande aux élèves qui a raison, de manière à susciter dans l'esprit des élèves le besoin d'une stabilisation cognitive. Et c'est à ce moment-là qu'il a la responsabilité de répondre de la manière la plus claire, précise, la plus exemplifiée aux questions que les élèves se posent, pour qu'ils puissent s'approprier le savoir dont ils ont besoin pour résoudre le problème qui leur a été présenté au début de la séquence. Et lorsqu'il n'y a plus de questions, donc il peut y avoir là un moment de trace écrite pour formaliser un petit peu ce moment-là. La dernière phase de cette séance avec le travail en groupe, ça serait une phase individuelle en code rouge, où les élèves ont la possibilité d'essayer, donc seuls, de résoudre un nouveau problème, pas plus compliqué mais pas plus facile non plus, juste différent, de manière à montrer qu'ils ont compris ce qui vient de faire l'objet d'un enseignement. Et que cette situation de test ou de petite évaluation puisse être le plus rapidement faire l'objet d'une rétroaction, d'un petit retour par l'enseignant. Alors pareil, de manière, à l'école primaire, on utilise beaucoup les ardoises, ce qui est très opportun, très rapide. On peut utiliser des outils numériques, mais aussi ça peut se faire sur cahier ou sur papier. Et l'enseignant juste qui donne pour information, c'est bon ou c'est pas bon. Voilà. Donc ça, voilà la modélisation sur tout ce qui concernerait des séances avec le travail en groupe. Euh, je peux vous... Donc le travail en groupe est ici, là. Je peux vous montrer l'équivalent de ce type de modélisation pour une séance avec alors une séance d'exercice d'entraînement, donc un peu plus tard dans la séquence, avec de l'aide, de l'entraide et du tutorat, qui sont une toute autre forme de coopération. Et donc là, on arrive à cette modélisation aussi en 5 étapes. Alors ça commence un peu pareil, mais vous allez voir que on n'est plus dans les mêmes logiques. Donc la phase 1, une présentation aux élèves des exercices d'entraînement. Alors c'est intéressant que les enseignants prévoient que ces exercices d'entraînement soient autocorrectifs ou soient associés à des grilles d'autocorrection faites par les élèves. Je pense notamment aux productions d'écrits en français ou en langue vivante. Une fois qu'il n'y a plus de questions, on travaille individuel. Et une fois que 2 ou 3 minutes en code rouge sont terminées, de donner la possibilité aux élèves de continuer soit seuls, soit de solliciter quelqu'un dans la classe qu'on pense pouvoir nous aider. Donc là, c'est plutôt du tutorat. Soit se mettre à plusieurs pour être dans ce qu'on appelle de l'entraide. Alors l'entraide, c'est encore autre chose, c'est la possibilité de pouvoir faire ensemble les mêmes exercices, pour pouvoir travailler plus longtemps et pour obtenir des idées que l'on n'aurait pas forcément facilement eues tout seul, en échange de quoi nous-mêmes apportons des idées que les autres n'auraient peut-être pas eues. Voilà. Donc ça, c'est le troisième temps, c'est le temps le plus long, ça peut aller jusqu'à 20-25 minutes, où la classe se transforme en une sorte de ruche. Et puis la phase 4, c'est une phase où là, on donne aux élèves en code rouge un nouvel exercice non autocorrectif, c'est l'enseignant qui le corrige, de manière à ce ils bénéficient d'une rétroaction par rapport à ce qu'ils ont développé en termes d'automatisme. Et ce qui est intéressant, c'est de terminer ces moments-là, mais même pour le travail en groupe, par ce qu'on appelle un bilan métacognitif qui donne la possibilité aux élèves de faire une sorte de travail euh, d'introspection sur le caractère judicieux du comportement qu'ils ont choisi d'avoir pendant ce cours, pendant cette séance, pour essayer d'en profiter, de progresser, voire d'apprendre quelque chose. Donc il existe plein d'outils différents. Là, je vous en montre un qu'on utilise pas mal dans les collèges et les lycées, qui a été inventé par un chercheur lyonnais qui s'appelle Michel Barlot. Il a appelé ça le carré d'évaluation. Donc on le projette et on demande aux élèves de choisir dans leur tête un nombre de 11 à 55. Alors chaque valeur, chaque chiffre du nombre a une signification. Le chiffre des unités correspond au caractère utile de la séance. C'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir progressé, d'avoir appris. Et le chiffre des dizaines correspond
au caractère agréable de la séance, c'est-à-dire je ne me suis pas senti en insécurité. Au contraire, je me suis senti en confiance et j'ai pas eu peur de me tromper. Donc, des élèves qui choisissent 51, c'est que c'était super le cours, mais ils n'ont rien appris, ce qui est un problème. Des élèves qui choisissent 15, c'est qu'ils ont beaucoup appris, mais c'était très désagréable, ce qui est un problème aussi, d'une autre nature, mais aussi un problème. Et donc, une séance s'est bien passée du point de vue des élèves lorsqu'on est du 44, 45, 54, 55. Donc, chacun choisit dans sa tête son score, et ensuite, il y a la possibilité de pouvoir en parler. Deux ou trois élèves volontaires qui proposent d'énoncer leur score et de dire pourquoi. C'est le pourquoi qui est intéressant. L'enseignant, l'enseignante peut aussi donner son score pour rappeler des éléments de fonctionnement. Par exemple, en disant 53, signifier aux élèves que la séance s'est plutôt bien passée, mais elle a remarqué que des élèves n'avaient pas réussi le test de fin et que parmi ceux qui n'avaient pas réussi, ils avaient choisi une stratégie de travail, soit en coopérant de suite, soit en ne coopérant jamais qui peut-être serait à changer les prochaines fois. Voilà. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps, Antonina, pour présenter. Je dirais à peu près 5 minutes grand maximum pour avoir au Oui, moins. ben voilà, ben on va faire au moins. Merci. La troisième forme là, de modélisation coopérative sur laquelle on s'est intéressé pour de la modélisation, c'est le travail en équipe. Donc là, qui intervient plutôt sur des fins de séquence d'enseignement, avec l'intention de vouloir faire en sorte que les élèves apprennent jusqu'au stade de la compétence, c'est-à-dire qu'ils soient capables de pouvoir le réutiliser dans d'autres situations que celles de la classe et de l'école. Et donc là, on a modélisé ça différemment, notamment en appui sur la structuration des démarches de projet proposées par la Fondation Bâtisseurs de Possibles. Et donc, le premier temps, de proposer aux élèves des activités de sensibilisation sur le sujet que l'on veut travailler, que ce soit l'éducation à l'environnement, l'éducation scientifique, l'éducation à l'alimentation, la lutte contre la discrimination, les relations garçons-filles, peu importe. Là, c'est l'enseignant ou l'animateur qui propose des activités de sensibilisation. Et lorsque les enfants sont sensibilisés, on bascule dans la phase 2 où on leur donne la parole et on leur demande quels sont les projets qu'ils aimeraient faire vivre pour essayer de lutter contre ce qui fait problème dans ce domaine-là. Donc il va y avoir des projets individuels parce que certains vont vouloir les faire tout seuls et d'autres vont être plutôt à plusieurs et c'est ça qu'on appelle le travail en équipe. Donc pendant la phase 3, c'est la phase de réalisation des projets. Hop, pardon. C'est la phase de réalisation des projets. Donc certains sont tout seuls, d'autres sont en équipe. Régulièrement, il peut y avoir des conseils coopératifs pour que chacun puisse présenter, rappeler son projet, présenter ce qui a été fait depuis la dernière fois et puis faire part au collectif des éventuelles difficultés, grosses difficultés qu'il rencontre. Et à ce moment-là, la classe peut devenir une forme d'intelligence collective pour essayer de soutenir les projets qui sont en cours. Et puis la phase 4, c'est une phase de présentation de l'aboutissement des projets, sous forme d'exposé, sous forme de réalisation. La dernière phase, c'est une phase métacognitive, dont le principe est de donner la possibilité aux élèves, alors on dit de faire l'anamnèse de toute l'expérience, c'est-à-dire d'essayer de voir ce que toutes ces expériences, et ça peut être sur plusieurs mois, hein, toute cette expérience-là de travail en équipe et de réalisation de projets leur a permis d'apprendre, de développer ou de mieux maîtriser que ce qu'ils maîtrisaient en début de processus. Parce qu'on est à l'école, l'objectif, c'est pas de faire des beaux projets, l'objectif, c'est que les enfants ressortent de ces expériences en ayant appris un maximum de choses. Donc voilà, hein, il existe d'autres formes de coopération, mais j'imagine que vous aurez déjà pas mal de choses à dire sur les éléments de didactisation de la coopération que j'ai pu présenter.
Merci beaucoup Sylvain de cette intervention. Justement, voilà, là c'est le moment de poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas à les poser dès maintenant. Il nous reste à peu près 5-10 minutes à peu près. Pour lancer peut-être un petit peu les échanges et rebondir aussi sur ce sur quoi vous venez de, de présenter. Est-ce que pourriez peut-être un petit peu nous, nous réexpliquer la nuance qu'il y a entre les activités de coopération qui ont lieu dans le cadre d'un travail de groupe et celles qui ont lieu dans le cadre d'un travail en équipe, en particulier au regard de leurs apports vis-à-vis des apprentissages concrets des élèves? Alors, sur on appelle ça les modes de regroupement. Il existerait au moins trois types de dispositifs coopératifs. Le travail en groupe, le travail en équipe, le travail en atelier aussi, dont on n'a pas parlé. Et les trois, même si quelqu'un rentre dans la classe et voit pas la différence, en fait, ça sert pas du tout à la même chose. Le travail en groupe, c'est pour valoriser tout ce qui est de l'ordre des représentations sur l'objet d'apprentissage en cours. On donne la possibilité aux élèves de confronter leurs avis, alors à l'échelle du groupe, puis à l'échelle de la classe. Et cette confrontation d'avis, alors on appelle ça un conflit socio-cognitif, elle a pour immense intérêt de créer ce qu'on appelle un conflit cognitif. Alors ça se traduit par un sentiment de doute, euh, d'incertitude. Et cette incertitude, elle ne permet pas d'apprendre, mais par contre, elle crée le besoin d'apprendre quelque chose. Et le travail en groupe, il est intéressant parce qu'il donne la possibilité à ce que l'école devienne le lieu où les élèves reçoivent des réponses aux questions qu'ils se posent. Là où traditionnellement, le gros problème de l'école, c'est que trop souvent, des élèves s'y rendent pour obtenir des réponses à des questions qu'ils ne se posent pas. Et donc, soit ils ne comprennent pas, soit ils oublient. En tout cas, quand on reçoit des informations qui ne correspondent pas à des questions, ça ne fait pas sens. Et ça, c'est un énorme problème que l'on peut lutter justement par le travail en groupe. Alors que le travail en équipe, c'est plutôt pour utiliser les savoirs que l'on s'est appropriés à l'école, mais pour des situations vivantes, pas du tout didactisées. Et les démarches de projet sont faites pour ça. Toutes les pédagogies de l'enquête, là, initiées par John Dewey, sont pensées pour ça, de manière à ce que les élèves, ils se satisfassent pas de penser qu'ils ont appris parce qu'ils ont réussi des évaluations scolaires. Le travail en atelier, qu'on voit beaucoup en école maternelle, dans les voies professionnelles, malheureusement assez peu ailleurs, est très intéressant parce que ça donne la possibilité d'activer ce qu'un psychologue américain célèbre, là, très célèbre, qui s'appelle Albert Bandura, a appelé l'apprentissage vicariat, c'est-à-dire le fait d'apprendre, non pas par l'enseignant, mais parce que on est avec des copains, des copines en train d'avoir la même activité. On est dans le même espace en train de faire la même activité. Et les enfants se regardent. Et ces situations d'observation, elles sont extrêmement puissantes en pédagogie parce qu'elles sont chacune des situations d'exemple ou de contre-exemple dont les enfants vont pouvoir s'emparer pour pouvoir améliorer le travail cognitif qu'ils sont en train de réaliser. Et c'est ça qu'Albert Bandura ou Maurice Rochler en France ont appelé l'apprentissage par effet vicariat. Voilà. Et on voit bien que organiser des ateliers, c'est pas la même chose que des groupes, c'est pas la même chose que des équipes, et ça poursuit des intentions pédagogiques qui sont pas du tout les mêmes. Merci beaucoup de ce retour. Je vois qu'il n'y a pas encore des questions dans le chat. N'hésitez pas, il nous reste encore un petit peu de temps pour répondre à toutes vos questions. Euh, pour continuer un petit peu sur cette question du travail en groupe, du travail en atelier et du travail en équipe, vous avez aussi évoqué la question des conflits socio-cognitifs. Est-ce que, il y a justement d'autres modalités par lesquelles c'est possible d'accéder à,
à la mise en place de conflits sociaux cognitifs pour favoriser un petit peu l'apprentissage. Ma question n'est pas très claire, mais Oui, oui, alors les conflits socio-cognitifs, alors le départ, et ça les didacticiens sont très importants pour ça, hein, c'est de s'appuyer sur un énoncé qui a un statut de situation problème, parce que, parce que la situation problème comporte en son sein un obstacle à dépasser par les savoirs que l'on souhaite enseigner aux élèves. Et donc, oui, il y a plusieurs approches. Il y a soit l'approche purement didactique, c'est-à-dire où ça se fait par le dialogue pédagogique avec les élèves. On s'est rendu compte que par le dialogue pédagogique, certains élèves, il y avait des carences en termes de dévolution. C'est-à-dire un certain nombre d'élèves, même si c'est fait de manière vivante, n'arrivent pas à rentrer dans la logique qui est conduite par le dialogue pédagogique, par l'enseignant. Et une autre approche donc, qu'on a étudiée, c'est le fait de conserver cette logique de dialogue pédagogique, mais entre les deux, entre le moment individuel et le moment du dialogue pédagogique, de mettre du travail en groupe, ne serait-ce que pour que les élèves s'approprient le travail, la situation problème, comprennent où est l'obstacle. Donc ça, c'est la dévolution du problème. Voire se rendre compte que des copains et des copines en qui ils ont confiance ne donnent pas la même réponse qu'eux, mais c'est assez rare ça. Et en tout cas, se préparent au moment collectif où là, ils vont rencontrer forcément des situations qui sont de l'ordre de l'altérité. merci. Alors, donc, il y a plusieurs questions qui sont arrivées. On a Inès qui nous pose la question de savoir s'il était possible d'avoir des exemples de mécanismes à mettre en place pour éviter les dérives différenciatrices que vous aviez donc évoquées en tout début de webinaire. Par exemple, alors il faudrait le prendre pour chaque situation là, qu'on a décrite. Euh, je prends le travail en groupe, hein, mais on pourrait faire la même chose sur le travail en équipe ou sur le tutorat. Pour lutter contre la dérive différenciatrice du travail en groupe, où par exemple c'est qu'un seul élève qui fait le travail pour tous les autres, ça permettrait d'être extrêmement clair sur la différence entre coopérer et collaborer. Euh, Collaborer, c'est faire quelque chose ensemble, c'est avoir un but commun. Et donc quand on collabore, et c'est très intelligent de le faire par exemple dans une association ou dans le monde du travail, on se répartit le travail. Et donc, quand on fait ça, on obtient une sorte de logique par puzzle. Et à la fin, lorsque toutes les pièces s'emboîtent, on obtient un résultat qui est plutôt pas mal. Donc, c'est pour ça que c'est très intelligent dans des structures d'adultes de collaborer. Mais le souci, c'est que l'acte d'apprendre là dans les têtes, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire, il suffit pas d'être à côté de quelqu'un qui sait pour qu'on soit contaminé par ces apprentissages. Ça marche pas comme ça. C'est pas un virus, en fait, l'apprentissage. Ça marche pas non plus comme le Bluetooth. Si on veut apprendre, il faut individuellement s'impliquer totalement dans la situation pour faire d'abord un travail de reconfiguration de représentation et ensuite un travail d'ancrage mnésique par de la mémorisation, si possible à long terme. Ce travail ne peut être fait que par les élèves. Et donc, pour éviter, par exemple, pour éviter la dérive différenciatrice dans du travail en groupe, il n'y a pas d'autre solution que de finaliser le travail, non pas par quelque chose qu'on fait ensemble, mais par quelque chose que les élèves doivent faire individuellement. Et ça, c'est le principe de la coopération. C'est-à-dire, on coopère avec d'autres lorsque tout seul, on n'y arrive pas bien, on y arrive mal, ou on n'est pas assez motivé, par exemple. Le travail de groupe, qui est plutôt collaboratif, c'est on doit se mettre d'accord sur les mêmes exercices. Alors que le travail en groupe, qui est plutôt coopératif, le principe, c'est pas de se mettre d'accord, c'est au contraire d'être en désaccord et d'échanger sur nos désaccords. Ça passe, vous comprenez bien que c'est assez subtil hein, comme distinction, mais c'est essentiel en pédagogie, sinon il y a plein d'élèves qui tombent dans le piège de la coopération.
Mais ça passe par bon, une formation des enseignants, c'est ce qu'on essaye modestement de faire ce soir-là, mais ça passe aussi par le fait de former les élèves à ça, et en leur disant, voilà, vous allez pouvoir travailler en groupe, mais en amont, de s'être bien assuré que les élèves ont compris quelle est la fonction du travail en groupe, et que le but, c'est pas d'être d'accord avec les copains. Merci beaucoup. Peut-être juste pour conclure sur une dernière question de Christelle qui nous demande si voilà, un petit peu tous ces principes vis-à-vis de la coopération peuvent être transposés à des publics plutôt adultes, par exemple à l'université. Oui, oui, voilà, dans les contextes de pédagogie universitaire, la didactique de la coopération se pense exactement dans la même logique. J'ai envie de dire que la didactique de la coopération se pense exactement selon les mêmes attentions en formation professionnelle. En fait, dans l'éducation tout au long de la vie, hein. Tout simplement parce que le fonctionnement de la cognition diffère assez peu que l'on soit un jeune enfant ou que ce soit, qu'on soit un adulte averti. La seule différence, j'ai envie de dire, c'est que plus on s'adresse à des publics expérimentés dans la vie, plus on doit faire face à des résistances dans la remise en question d'un certain nombre de représentations. Et donc, plus le travail sur le conflit socio-cognitif pour créer des formes désagréables là, hein, de conflits cognitifs est important avec des adultes à l'université, alors qu'avec de jeunes enfants en maternelle ou au début de l'école élémentaire, ça pourrait ne prendre que 30 secondes, hein, des fois, c'est ce qu'on peut observer. Il y avait aussi une question là sur les mini-structures. Euh, les mini-structures, c'est une forme de pédagogie coopérative qui est issue d'une conception nord-américaine qui s'appelle le cooperative learning, qui a été traduit de manière un peu contestable par un certain nombre là, d'auteurs québécois par la pédagogie coopérative. C'est un peu contestable parce que ça sous-tendrait qu'il n'y aurait que ça. Et ces conceptions-là, elles sont très intéressantes, mais elles sont pas pensées pour que les élèves apprennent à faire des mathématiques, du français, de l'anglais. C'est pas fait pour ça, les mini-structures. C'est fait pour que les élèves apprennent à coopérer. Parce que le principe du cooperative learning, c'est une forme de discipline dans ces systèmes éducatifs-là. L'objectif, c'est que les élèves développent des habiletés coopératives. On parle de cooperative skills. Et donc, par exemple, la plus connue, là, c'est la classe puzzle, le jigsaw, qui a été introduite par un pédagogue américain là, qui s'appelle Elliot Aronson, et qui est quelque chose d'extrêmement intéressant lorsque l'on souhaite que dans une classe où des élèves ont fait des clans, que ces clans soient un peu cassés, et de manière à ce que les élèves puissent se rencontrer par des liens d'interdépendance. Donc c'est très intéressant pour ça, hein. Mais ça marche beaucoup moins, voire quasiment pas du tout, lorsque un enseignant, par exemple en histoire, utilise la classe puzzle ou une mini-structure coopérative. Alors là, c'est Spencer Kagan hein, qui parle de mini-structure. Ça marche beaucoup moins lorsque l'intention, c'est de transmettre un savoir scolaire. Ces mini-structures, le cooperative learning, c'est extrêmement intéressant pour aider les élèves à développer des habiletés coopératives. Merci beaucoup. Peut-être juste une dernière question en conclusion, parce que c'est aussi une thématique qui paraît assez importante sur le sujet. Donc c'est Nadia qui demande quels sont les leviers pour faire évoluer la posture enseignante nécessaire à la mise en œuvre de pratiques coopératives. Euh, alors là, il y a des grandes pédagogies hein, qui se sont intéressées aux pédagogies coopératives et notamment aux postures enseignantes. Donc la plus connue en France, c'est la pédagogie freinée. Il y a aussi la pédagogie institutionnelle de Fernand Houry. Euh, Ce que ces grandes figures de la pédagogie disent, c'est Célestin Freinet, il avait cette métaphore en disant avant de vouloir nous lâcher les mains, assurons-nous d'avoir les pieds qui touchent bien le sol. C'est-à-dire le principe dans les pédagogies coopératives, mais j'ai envie de dire dans toutes les pédagogies, c'est de ne pas se mettre soi-même en tant qu'adulte en danger et de faire les choses à sa mesure.
Alors, moi, je peux observer des enseignants qui ressentent le besoin et qui, par exemple, avant d'avoir été enseignant, ont pendant longtemps été animateurs avec des enfants ou des adolescents, et qui se sentent capables de pouvoir mettre en place beaucoup de choses dès le début. Et puis en même temps, il y en a d'autres qui font aussi bien en étant très précautionneux et en y allant très doucement. Voilà ce que dit un peu Célestin Freinet. Et puis Fernand Auré, lui, il donne une autre invitation. Il dit, avec les pédagogies de la coopération, surtout ne pas rester seul. Surtout ne pas rester seul. C'est-à-dire ne pas essayer tout seul, en lisant sur Internet ou même tout seul devant un livre, à essayer de mettre en place de la coopération parce qu'il y a plein de phénomènes humains qui interviennent. Et là, se rapprocher de collectifs, des mouvements pédagogiques, des structures, voire même par des réseaux numériques, former des équipes à l'intérieur de son établissement pour se réunir peut-être même 1 heure tous les mois et puis échanger dans un espace sécurisé où on ne va pas se moquer des réussites et des difficultés rencontrées par certains, échanger de ce qu'on a mis en place, de ce que ça nous a apporté, des questions que ça a soulevées. Voilà, ne pas rester seul, c'est le deuxième gros conseil qui est donné par les grandes figures des pédagogies de la coopération. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici pour les questions. Merci en tout cas de cette intervention très intéressante. Je vais juste vous partager un petit QR code très rapidement pour, voilà, si jamais vous voulez nous donner un petit retour sur ce webinaire. Vos retours, ils nous sont très précieux et ils nous permettent aussi de vous proposer des thématiques qui sont ajustées à vos besoins. Il y a aussi en principe le lien vers le formulaire pour faire vos retours qui vient d'être envoyé dans le chat, donc n'hésitez pas. Euh, Vous recevrez aussi très prochainement la communication pour le prochain webinaire qui aura lieu le 3 février. Voilà, il y a aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de suivre un petit peu les actualités du projet. On a une newsletter trimestrielle qui est envoyée donc chaque trimestre avec différentes actualités sur la santé mentale et les apprentissages en contexte scolaire. Voilà, tous les liens sont également dans le chat. Merci encore énormément à Sylvain Connac pour cette intervention. Et puis voilà, je vous laisse un petit peu vous approprier ces différents liens et je vous souhaite sinon une très bonne soirée.